Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, la chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui les quadrants, mais les quadrants en trigonométrie. Alors déjà au préalable, il faut que vous ayez vu la leçon sur le cercle trigonométrique, que je vous indique ici. Qu'est-ce que c'est un cercle trigonométrique, ou aussi appelé un cercle trigo pour faire plus rapide? Alors un cercle trigo, c'est un cercle de rayon 1, avec un sens de parcours anti-horaire, comme ceci. Ça veut dire que lorsque je parcours tout le cercle, je parcours une longueur de 2π. C'est la raison pour laquelle on peut partager notre cercle, là-bas, en 4 quartiers, en 4 quadrants de taille égale. Alors moi j'ai choisi de travailler sur 0,2π, c'est-à-dire sur une période. Vous pourriez, si vous aimez bien travailler en mesure principale, travailler de moins π à π, ce serait la même chose. Et puis j'ai choisi aussi de prendre les intervalles ouverts, parce que je considère que si le point il est sur un axe, qu'il soit vertical ou horizontal, ben en fait il n'est pas vraiment dans un quadrant ou dans un autre quadrant, il est à la frontière, à la lisière entre les deux. Tout ceci reste un point de détail pas très important. Alors, on place un point M donc, sur le cercle trigo, voilà là-bas, et on prend donc H, son projeté orthogonal. Eh bien, ce point M, ce point H, qui est donc O, l'origine du repère, forme un triangle rectangle, puisqu'on a pris le projeté orthogonal. Dans ce triangle rectangle, la longueur bleue, représentée par OM, vaut 1, et les deux autres longueurs, que vous connaissez, représentent le cosinus et le sinus. Alors, je m'arrête tout de suite, parce que j'ai utilisé le mot longueur. Évidemment, la longueur, elle est positive ici, puisqu'en fait, on est dans le premier quadrant. Vous pouvez voir à droite là-bas que dans le premier quadrant, le cosinus qui finalement représente l'abscisse du point H et le sinus qui finalement représente l'ordonnée du point M sont deux longueurs positives car dans le premier quadrant. Lorsqu'on va basculer et changer de quadrant, évidemment on ne va plus pouvoir utiliser le mot longueur puisqu'une longueur ne peut pas être négative. Mais on comprend bien que ce trait vert ou bien ce trait rouge qui sont là, en basculant dans les autres quadrants, vont garder leur valeur et va venir s'ajouter soit un signe plus, soit un signe moins. Voilà, donc c'est l'idée des quadrants. Comme vous pouvez le voir, donc si un point est situé dans le premier quadrant, eh bien le cosinus et le sinus de l'angle qui s'y réfère sont tous les deux positifs. Si on bascule maintenant dans le deuxième quadrant, le cosinus cette fois-ci devient négatif, tandis que le sinus, lui, reste positif. En dessous, dans le troisième quadrant, les deux valeurs sont négatives, et enfin dans le quatrième quadrant, donc en bas à droite, le cosinus lui est positif et le sinus est négatif. Alors me direz-vous à quoi ça sert? Eh bien c'est très simple. Vous avez appris, là aussi sur une autre leçon, les valeurs exactes du cosinus et du sinus. Et en connaissant votre tableau de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, dans les deux valeurs, donc c'est-à-dire pour le cos et pour le sin, eh bien vous êtes en capacité de trouver les cosinus et les sinus de pi sur 4 et tous ses copains, de pi sur 6 et tous ses copains, de pi sur 3 et tous ses copains, et de pi sur 2 et tous ses copains. Je vais prendre 3 petits exemples pour que vous compreniez comment ça fonctionne, c'est assez simple. On va regarder un petit peu comment ça marche, et puis là-bas, je vais vous mettre un petit dessin pour que vous compreniez. Alors, je m'intéresse à moins pi sur 4. Donc déjà, il faut avoir une idée d'où est situé moins pi sur 4. Eh bien, moins pi sur 4 est situé donc dans le quatrième quadrant, c'est-à-dire tout en bas. La valeur de cosinus et de sinus moins pi sur 4 ressemble à la valeur de cosinus de pi sur 4 et de sinus de pi sur 4. La seule chose qui change finalement, c'est ce petit signe. Comme je suis dans le quatrième quadrant, eh bien, le cosinus de moins pi sur 4 est égal au cosinus de pi sur 4. Et comme je connais mon tableau, je sais que le cosinus de pi sur 4 vaut racine de 2 sur 2. Pour le sinus, cette fois-ci, c'est non pas le contraire, mais l'opposé, puisqu'en fait, comme on passe dans le quatrième quadrant, le sinus est négatif. Et donc, le sinus de moins pi sur 4 va donc avoir moins racine de 2 sur 2. Voilà donc l'idée des quadrants. En fait, c'est je me pose la question dans quel quartier je me situe. Et en fonction du quartier, eh bien, je peux regarder le signe du cos ou du sin. Cosinus de pi sur 3, où est-ce que c'est situé? Eh bien, pi sur 3, comme vous voyez là-bas, c'est la partie sur le premier quadrant qui monte jusqu'à 1,5 en horizontal et racine de 3 sur 2 en vertical. Ça, c'est connu dans les tableaux. Eh bien, 2 pi sur 3, donc je vais donc faire 2 fois cette longueur d'arc pour me retrouver finalement dans le deuxième quadrant, qui signifie donc que le cosinus va devenir négatif, tandis que le sinus, lui, va être positif. C'est la raison pour laquelle cosinus de 2π sur 3 va donc être égal à moins 1,5, tandis que le sinus de 2π sur 3 va donc être égal à racine de 3 sur 2. Assez simple. Dernier exemple, 7π sur 6. Alors 7π sur 6, j'ai volontairement pris un dernier exemple avec une valeur qui n'est pas une mesure principale. Vous avez deux façons de faire. Soit 7π sur 6, vous passez par le haut, comme ceci, soit vous dites que c'est finalement moins 5π sur 6 et vous passez par le bas. À l'arrivée, vous vous retrouvez quand même dans le troisième quadrant, et donc dans le troisième quadrant, le cosinus et le sinus sont négatifs.
Et donc, le cos de 7 pi sur 6 qui finalement est égal à moins le cosinus de pi sur 6, ça fait donc moins racine de 3 sur 2. Et le sinus fait donc moins 1 demi. Pour pouvoir bien maîtriser cette notion, il vous faudra aller voir aussi la leçon qui s'appelle les angles associés, qui vous permettra donc de comprendre tout ça. Allez, bonne journée sur Math et ça, à bientôt.